La société anonyme au Maroc est une forme utilisée par les sociétés cotées à la bourse. Il concerne également des entités portant des projets de grande envergure. Elle apporte, de par son fonctionnement, plus de sécurité et de contrôle sur l'investissement. En effet, régie par la loi 1795 relative aux sociétés anonymes, elle est l'une des formes juridiques la plus utilisée au Maroc après la SARL. C'est une société de capitaux qui concerne les projets importants et qui a une réglementation contraignante. Pour certaines activités économiques, la loi impose la forme de société anonyme comme par exemple les activités bancaires, les activités d'assurance, les entreprises de crédit immobilier, les entreprises d'investissement, etc. La société anonyme au Maroc, peu importe son objet, reste commerciale. Elle connaît un succès qui n'est pas anodin et représente l'archétype des sociétés de capitaux. Pour traiter ce sujet relatif aux sociétés anonymes, on va essayer de diviser notre plan en 5 sections. La première, il va traiter les caractères généraux. La deuxième, la gestion de la société anonyme. La troisième, il va traiter la situation des associés. Et aussi, en quatrième section, on va traiter les moyens de concentration. Et à la fin, la dissolution de la société anonyme. Tout d'abord, les caractères généraux et on commence par les associés. Le nombre d'associés d'une société anonyme doit être au minimum de 5. Il n'existe pas de maximum comme pour la SARL. La capacité civile suffit. De fait, toute personne physique ou morale marocaine ou étrangère peut acquérir des actions d'une société anonyme. Deuxièmement, le capital social. Concernant le capital social, le montant des apports doit être au moins égal à 300 000 dirhams lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne et 3 millions de dirhams lorsqu'il fait appel public à l'épargne, c'est-à-dire quand les fondateurs utilisent des moyens publicitaires pour inciter des personnes à devenir leurs associés. Le capital social est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 50 dirhams et à 10 dirhams pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse. D'ailleurs, d'après l'article 246, la ligne 3, publié par la loi 2005. Concernant les apports, les associés, qu'on nomme des actionnaires, peuvent faire des apports en numéraire et en nature, les apports en industrie étant interdits. La contrepartie des apports est représentée par des titres négociables, qu'on appelle des actions. Ces derniers peuvent être cotés en bourse. Par conséquent, toute personne peut acheter ou céder librement les actions qu'il détient sur ce marché par l'intermédiaire des sociétés de bourse. En rajoutant que la loi 2005 a interdit de soumettre la négociabilité des actions cotées en bourse à l'agrément des actionnaires. Quatrièmement, objet social. La forme de la société anonyme est imposée pour certaines activités économiques, comme par exemple, comme je viens de dire à l'introduction, l'activité bancaire, les entreprises d'investissement, les entreprises de crédit immobilier, etc. À la fin, on trouve le commissaire aux comptes. Il doit être désigné dans chaque société anonyme au Maroc, au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins 2 commissaires aux comptes. Ce poste est en général assuré par les experts comptables
qui sont, par leur formation et leurs expériences, les mieux préparés à cette fonction. Sans voir la gestion de la société anonyme. La nouvelle loi offre désormais un choix entre deux types de gestion de la société anonyme. Un mode traditionnel, qu'on l'appelle le mode moniste ou classique, à l'instar de celui prévu par le Dahir de 1922, avec un conseil d'administration et son représentant président et éventuellement un directeur général. Et un nouveau type dualiste, moderne si vous voulez, avec un directoire et un conseil de surveillance repris sur la législation française elle-même inspirée du droit allemand. En introduisant ce nouveau type de gestion, le législateur français avait pour but de faire introduire dans le directoire, qui est contrairement au conseil d'administration ouvert aux non-actionnaires, les salariés de l'entreprise et plus particulièrement les hauts cadres. Les sociétés anonymes ont le libre choix entre ces deux modes de gestion, soit pour celles qui se créent, soit pour celles qui existent déjà. La société peut même adopter l'un d'eux lors de sa constitution et décider de le changer par l'autre en cours de la vie sociale, par une assemblée générale extraordinaire en modifiant les statuts. Nous envisageons donc dans cette section d'abord le type traditionnel, moniste, et ensuite on attaquera le type dualiste. Alors, la société anonyme avec conseil d'administration. C'est l'un des apports principaux de la loi 2005 qui était promulguée par le Dahir numéro 10818 du 23 mai 2008, qui était publié au bulletin officiel numéro 5640, publié en 19 juin 2008, a été celui de réduire les pouvoirs du conseil d'administration et de son représentant, tout en dissociant les fonctions du président et du nouveau directeur général. Je commence par le premier paragraphe relatif au conseil d'administration et on va savoir sa composition. Le nombre des membres qui composent le conseil d'administration est fixé entre 3 et 12 administrateurs. Toutefois, dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse de valeur, ce maximum est porté à 15 administrateurs. Les membres du conseil font partie de la société. Ce sont donc des actionnaires. Ils doivent posséder la capacité civile sans avoir la qualité de commerçant. Néanmoins, comme pour les gérants, d'autres conditions sont à respecter. Ce sont des personnes physiques ou morales qui, dans ce cas, doivent se faire représenter par un représentant permanent. Il n'est pas obligé que les administrateurs soient de nationalité marocaine. Ils peuvent cumuler sans limite plusieurs mandats d'administrateur aussi. Un salarié de la société peut être nommé administrateur, à condition que son contrat de travail, stipulé l'article 43, correspond à un emploi effectif, sous peine de nullité de sa nomination. D'autant plus qu'il ne doit pas perdre le bénéfice de son contrat de travail. Autrement dit, il doit continuer à percevoir son salaire et d'acquérir l'ancienneté. Mais le nombre des administrateurs salariés de la société ne peut toutefois pas dépasser le 1/3 des membres du conseil d'administration. Maintenant, comment peut-on cesser ces fonctions, la cessation des fonctions? Les fonctions d'administrateur prennent fin de plusieurs façons. Tout d'abord, la fin du mandat. C'est-à-dire que la durée du mandat est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder 6 ans s'il est nommé par une assemblée générale.
ou 3 ans s'il est nommé par les statuts. Aussi, il peut prendre fin par un événement personnel, comme par exemple être frappé par une déchéance, incapacité, etc. Aussi, il peut prendre fin par la démission ou révocation. Celle-ci est prononcée ad notam par l'Assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire sans justification ni indemnité, sauf en cas d'abus, ce qui s'explique par la règle du mandat, l'administrateur étant un mandataire. Concernant, troisièmement, la rémunération. Elle consiste en une somme allouée annuellement aux administrateurs et répartie en fonction de leur travail. L'Assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes en fixe le montant. Ce sont ce qu'on appelle les fameux jetons de présence. Ces jetons de présence représentent les rémunérations accordées aux présidents directeurs généraux et administrateurs, membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes. Leur montant est en principe calculé en fonction de l'assiduité aux réunions auxquelles ils assistent. On peut aussi trouver des rémunérations exceptionnelles à l'occasion de certaines missions confiées aux administrateurs. Concernant les pouvoirs du conseil d'administration, le conseil d'administration était exactement comme le président du conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision au nom de la société. Actuellement, il doit désormais, d'après l'article 69, alinéa 1 du nouvelle loi 2005, se contenter seulement de déterminer les orientations de l'activité de la société et veiller à leurs applications. Aussi, régler par ses délibérations les affaires de la société et procéder au contrôle et vérification qu'il juge opportun. Et sans empiéter sur les pouvoirs des assemblées générales et dans les limites de l'objet social, il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Cependant, dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l'objet social et les limites statutaires. Les limites statutaires concernant le conseil d'administration sont inopposables aux tiers. Les délibérations du conseil, qui se réunit en pratique tous les mois, sont déterminées par les statuts. Pour qu'une réunion se tienne valablement, il faut un quorum égal à la moitié des membres. Le quorum, c'est-à-dire le nombre minimum des membres présents pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer. Les décisions se prennent à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Pour parer à ces conditions strictes relatives au calcul du quorum et de la majorité, il est actuellement possible pour les administrateurs de participer à distance aux réunions du conseil d'administration par les moyens de visioconférence, surtout pour les sociétés qui ont plusieurs filiales, et même de prendre part au vote de certaines décisions. En effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises par voie de visioconférence, comme par exemple l'élection du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, la nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués, ou du directoire, ainsi que leur révocation. Aussi l'établissement du rapport annuel de gestion. Ils ne peuvent pas être tenus par ce mécanisme de visioconférence. Deuxième paragraphe relatif cette fois-ci aux directions générales de la société. On va parler de président-directeur général ou le directeur général.
Alors, dans sa nouvelle rédaction, l'article 67 laisse le choix au conseil d'administration de confier la direction générale de la société, soit en cas de silence de statut au président du conseil d'administration, sous le titre président-directeur général, soit à une personne physique qui est le directeur général. Ainsi, la nouvelle réforme consacre le principe de la dissociation des fonctions du président et du directeur général, sans l'imposer aux sociétés bien sûr, puisque la loi leur laisse le choix de la formuler, de choisir la formule de gestion et de prévoir ses conditions dans les statuts. Ce principe consacre donc la séparation des fonctions du président, qui est devenu une sorte d'organe de contrôle, et du directeur général, qui est un nouvel organe exécutif chargé de la gestion quotidienne des affaires de la société, avec un éventuellement des directeurs généraux délégués. Je commence par le directeur général et ses directeurs généraux délégués, et savoir leur statut. Le directeur général est une personne physique nommée par le conseil d'administration, parmi les actionnaires ou à l'extérieur de la société. Il peut donc être un salarié de la société. La durée de sa fonction et sa rémunération sont fixées par le conseil. Si le directeur général est un administrateur, la durée de ses fonctions ne peut pas excéder celle de son mandat. Le directeur général peut se faire assister d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués, qui sont bien sûr des personnes physiques, mandatées par le conseil d'administration. La révocation de ce dernier, la révocation du directeur général ou du directeur général délégué, peut intervenir à tout moment, mais il peut donner lieu à des dommages-intérêts s'il est décidé sans juste motif. Cependant, cette révocation ne donne pas lieu à la résiliation de leur contrat de travail, s'ils sont en même temps salariés de la société. Deuxièmement, on va savoir leur pouvoir. Le directeur général assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé, et ce dernier est lié par cette demande. Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil d'administration et aux assemblées générales et dans les limites fixées par les statuts, le cas échéant, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il engage la société même pour les actes qui dépassent l'objet social. Les limites statutaires ou celles fixées par le conseil d'administration sont inopposables aux tiers. L'étendue et la durée du pouvoir des directeurs généraux délégués vis-à-vis de la société sont déterminées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Mais à l'égard des tiers, il dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général. À savoir le président du conseil d'administration. Alors, la même chose, on verra le statut, ce dernier. L'article 63 exige que le président soit élu par le conseil d'administration exclusivement en son sein. Il doit donc obligatoirement, à peine de nullité de sa nomination, être un administrateur de la société et être une personne physique. La durée de sa présidence ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur, mais il est rééligible.
Avant de voir les pouvoirs attribués au président du conseil d'administration, il faut préciser qu'à la différence de la loi française qui fixe à deux le nombre de mandats que le président peut exercer simultanément dans des sociétés anonymes, la loi 1795 n'interdit guère le cumul des mandats et ne prévoit non plus aucune limite d'âge, alors qu'en France, cette limite est de 65 ans à défaut de dispositions statutaires. Également, révoqué ad notam par le conseil d'administration. Comme il est administrateur, il peut aussi être révoqué en tant que tel par l'Assemblée générale. Il sera indirectement mis fin à sa fonction de président. La révocation ou la cessation de fonction du président, pour être opposable au tiers, doit faire l'objet d'une inscription au registre de commerce. Sans voir les pouvoirs attribués au président du conseil d'administration, alors, le président du conseil d'administration n'est plus investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il ne peut représenter plus la société dans ses rapports avec les tiers. Par contre, il se contente désormais de représenter le conseil d'administration, organiser et diriger ses travaux et en rendre compte à l'Assemblée générale, aussi veiller au bon fonctionnement des organes de la société, et de s'assurer que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Ce n'est que dans le cas où les statuts gardent le silence sur le choix du conseil d'administration de nommer un directeur général que le président se charge de la direction générale de la société. Mais dans ce cas, c'est le nom de président-directeur général ou ce qu'on appelle PDG. Et lorsque le président assure la direction générale de la société, ce sont alors les mêmes dispositions concernant les pouvoirs du directeur général qui s'appliquent. Ça, ce qu'on peut dire sur la première catégorie ou bien le premier type de société anonyme ou ce qu'on appelle le mode classique de la gestion d'une société anonyme en droit marocain.